Notre invité Malek Bouti, bonjour. Bonjour. Député de l'Essonne, parmi les proches de Manuel Valls. Malek Bouti, vous allez nous donner des nouvelles de Manuel Valls, mais je voudrais que nous parlions de D'aulnay-sous-Bois. Selon vous, les policiers et gendarmes reconnus coupables de violence sont-ils suffisamment sanctionnés en France ? Non, on sait qu'il y a une difficulté qui vient si vous voulez, du fait que il y a une sorte d'aspect compliqué qui est quoi ? C'est qu'on se dit toujours, bon, c'est une pomme pourrie, oui, mais on veut pas démoraliser les troupes. Et en fait, dans certaines zones, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'image de la police républicaine, l'image de la police est pâtie de quelques pourris qui sont violents, alors que la majorité des policiers sont des gens dévoués, extrêmement honnêtes. Et je voudrais d'ailleurs à cette occasion que on ne fasse pas... On voit bien, c'est un procès inversé. Un jeune de banlieue est un voyou, tous les jeunes de banlieue sont un voyou. Un flic est un ripou, tous les flics sont des ripoux. Et c'est ce système de globalisation qui crée une violence. Donc, je pense et une défiance. Voilà. Donc, je pense qu'on doit revenir à la notion de quoi ? De responsabilité individuelle. Quand on s'engage dans la police républicaine, on sait qu'on est porteur de... On fait pas un métier. On porte une certaine idée de la France et de la République et on doit être à la hauteur. Enquête judiciaire en cours, après l'arrestation violente de Théo, 4 policiers mis en examen, dont l'un a été mis en examen pour viol. Est-ce qu'à vos yeux, comme le disent certaines associations, la violence de l'interpellation avait un caractère raciste ? J'ai entendu toutes les associations, dont l'une que vous avez présidée. Oui, mais je suis pas certain. Je pense que les choses ont beaucoup changé en banlieue. On n'est plus dans la situation des années 90 ou même ce qu'on a pu connaître jusqu'en 2005 avec la période des grandes émeutes. Je pense que les fractures sont très profondes, les fractures économiques, sociales, culturelles. C'est parfois un autre monde. Et il y a aussi une violence du quotidien et qui renvoie à quoi ? Qui renvoie que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'ait pas changé totalement les méthodes de maintien de l'ordre public. Moi, je suis député d'une circonscription de banlieue. Oui. J'ai une ville où j'ai des problèmes avec les voyous incroyables, qui mettent en coupe réglée la vie des gens, qui sont les chefs du territoire, qui font des barrages la nuit. Je rentre dans des immeubles où on me demande qui je suis, il y a un barrage, c'est des dealers. Dans un immeuble, les gens sont pris en otage. Et on a une police qui est harcelée par ces voyous. Et donc, il faut changer les méthodes de la police dans ces zones-là. On peut plus continuer à travailler. Comment faire ? Comment change-t-on ces méthodes, Malek Bouti ? Je crois, il y a des gens qui ont des propositions, qui sont spécialistes de la sécurité, qui savent en faire. Mais ce que je pense, c'est que, si vous voulez, il doit y avoir, le travail ordinaire de la police doit continuer, doit être renforcé. Mais on doit trouver une forme de police, je dirais, de terrain, du quotidien. Une police qui est là, non pas pour faire les enquêtes judiciaires, pour aller remonter les réseaux, etc., qui est un des travails de la police, mais qui est là pour la tranquillité publique, qui est capable de faire que vous pouvez circuler dans votre rue, dans votre hall de gare, dans votre sans problème. Mais comment réinvestir ces quartiers ? Les quartiers dont vous parlez, comment ? D'abord, c'est de les traiter normalement. La politique de la ville, ça a échoué. Et tous les ministres de la ville viennent en disant non mais moi j'ai une super idée, j'ai un contrat sur 3 ans. Mais on a dépensé beaucoup d'argent pour cela. C'est du bidon. Trop d'argent pour rien. Je pense qu'il faut revenir à du travail de base. Par exemple, je sais que c'est un mot qui plaît pas, mais moi je crois au travail de la prévention de la délinquance. Je crois que quand on réunit les instituteurs, les familles, un certain nombre de responsables qui s'occupent de la petite enfance, on peut détecter ceux qui sont déjà dans les dérives. On peut voir aussi les enfants victimes de violences familiales qui vont la reproduire à l'extérieur. Je crois qu'il faut une reprise en main des classes populaires, mais une vraie reprise en main. Pas donner des allocations, pas être là à dire ah bah on a ouvert un truc la nuit pour aller s'amuser, mais avoir un vrai cadrage qui permet de réorganiser ces parties de société qui aujourd'hui sont devenues des lieux où finalement les individus doivent se débrouiller tout seuls et où la loi du plus fort règne. Et ça c'est pas possible. Oui. Mais ce métier de policier, qui est un métier exigeant, qui est un métier difficile, qui est un métier dangereux. Moi, je me mets à la place de ces policiers qui sont insultés, qui sont menacés, qui sont frappés. Et parfois même, ça va encore plus loin. On a essayé de les tuer, de les assassiner. Évidemment. Lorsqu'on jette un cocktail Molotov dans une voiture de police, par exemple, Malek Bouti. Mais humainement parlant, comment voulez-vous qu'ensuite ils puissent exercer leur métier avec tout le discernement possible ? Il faut, je sais que c'est très difficile, mais je partage votre avis, mais la vie des policiers, surtout dans certaines zones, est vraiment plus difficile qu'ailleurs. Mais regardez, comment comprendre
que, si vous voulez, on mette quelqu'un qui vient à peine de sortir de formation de police dans cette jungle urbaine? Pourquoi ce sont pas les plus expérimentés? Alors qui sont les responsables? Non, La hiérarchie, oui, mais ça monte jusqu'au ministère de l'Intérieur. Qui sont les responsables? Non, mais dans ce pays, il y a une chose qu'il faut arrêter. C'est qu'à la chasse aux responsables, à part couper des têtes, on ne trouve jamais de solution. Oui. Donc parfois, il vaut mieux essayer de trouver un discours positif. Est-ce qu'on peut avoir une autre démarche? Est-ce que ça peut changer? Moi, je dis oui. Je dis qu'on n'est pas condamné à avoir une guerre jeune police dans les banlieues, qu'on n'est pas condamné à cet affrontement, qu'on n'est pas condamné aux bavures, qu'on n'est pas condamné au harcèlement de la police au quotidien. On peut changer les choses. Je pense qu'on doit retrouver un pouvoir politique qui décide quoi? Non pas de s'occuper d'un petit point de détail dans ces banlieues, mais qui dit c'est fini des territoires qui sont hors de la République et que ça doit être traité comme ailleurs. Et on n'est pas le dernier des pays. On a les moyens. Interpellent. On le dit, on l'a entendu 1000 fois. Les policiers interpellent de jeunes délinquants et les retrouvent le lendemain ou 2 jours après. Qui les insultent. C'est vrai en partie. C'est vrai en partie et pas totalement vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Je pense qu'aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis il faut normaliser ces quartiers, ça veut dire que je pense que il faut pas trouver un gadget supplémentaire, une nouvelle loi, une nouvelle mesure. Il faut plutôt se dire, on va reprendre le travail, excusez-moi, à l'ancienne, à l'époque où on voulait vraiment aider les gens à s'en sortir quand ils étaient dans la misère et dans la pauvreté. La misère et les pauvretés, excusez-moi, ça entraîne la délinquance. Je veux dire, les chances de devenir un voyou quand vous êtes dans une famille en décomposition, etc. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Mais quand même, vous disiez tout à l'heure, bon, les responsables, on veut toujours chercher des responsables. Enfin, les responsables, pardon, c'est quand même toutes les politiques et les hommes politiques qui ont conduit les politiques qui nous ont conduits à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'accord, mais... Quand même, non, Malek Bouti? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Parce que moi, je ne partage pas l'idée que dans ce pays, depuis 40 ans... On a laissé s'installer des trafics dans les quartiers. Il y a des trafics qui se sont installés, mais la délinquance a changé, le monde a changé. Oui. Mais regardez bien, par exemple, dans tous les domaines de la voyoucratie, les voyous évoluent avec les nouvelles technologies, la police doit aussi évoluer. Le monde a changé. Les problèmes de sécurité des années 2017, 2018, 2020 sont pas ceux des années 80. Donc, il faut pas jeter le bébé avec l'eau sale de bain. Il faut arrêter de diffuser un message dans la société en se disant que tout est en train de partir et que, en fait, la France va à veau de l'eau. C'est faux. Il y a beaucoup de quartiers où l'ordre a été rétabli. Il y a beaucoup de policiers qui font très bien leur travail. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas des voyous dans les banlieues. Et cette caricature où on réduit la banlieue à des policiers ripoux et violents et des petites racailles qui matraquent tout le monde, ce n'est pas vrai. En réalité, l'immense majorité des gens qui vivent dans ces territoires sont des gens honnêtes, sont des policiers consciencieux et fidèles aux valeurs de la République. Simplement, la une est mise sur ces personnages-là qui tiennent tout le monde en otage. Et il faut donc que le pouvoir politique, quel qu'il soit, les gouvernements quels qu'ils soient, s'attaquent maintenant à ces cibles-là. Dernière chose, il faut aussi l'assumer, on n'est pas dans la même société d'information. Moi, quand j'étais jeune, des voyous, il y en avait beaucoup, il y avait des choses, mais l'impact par exemple, aujourd'hui, des réseaux sociaux, des films qu'on met en direct, crée des vagues émotionnelles où on réagit à l'émotion. Un jour, tout le monde est derrière la police parce qu'ils se sont fait attaquer à Viry-Châtillon. Le lendemain, tout le monde est contre la police parce qu'il y a l'affaire Dolnay. Il faut savoir raisonner. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais moi, je pense qu'il faut garder raison dans cette société. Oui, mais garder raison, pardon, mais la classe politique ne garde pas toujours raison. Vous le savez bien. Parfois, elle s'est accommodée de certains trafics dans certains quartiers. Vous l'avez dit d'ailleurs, à des fins électorales. Absolument. Quand je vois Marine Le Pen ou peut-être pas elle directement, mais le directeur de communication de David Racheline qui dit Marine Le Pen, elle, est au chevet des boucliers de la nation, François Hollande, lui, est au chevet des racailles. Alors qu'on sait très bien que Théo n'est pas une racaille. Non seulement ce n'est pas une racaille, mais je pense que le président de la République a eu un geste fort, un geste qui donne du sens à la République, d'apaisement. Et il y a 2 types aujourd'hui de personnalités dans la société française, dans le débat. On est en pleine élection présidentielle. Il y a ceux qui veulent mettre le feu à la France, et il y a ceux qui veulent défendre la France. C'est ça le vrai clivage aujourd'hui. Oui, mais enfin, ceux qui veulent mettre le feu à la France, d'accord. Enfin, ceux qui veulent défendre la France n'ont pas de solution pour la défendre, me semble-t-il. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je pense, moi, qu'on peut s'en sortir. Je pense qu'on a des solutions. Je pense que on est dans un pays où il y a des gens extraordinaires qui prouvent tous les jours sur le terrain qu'il y a des solutions. Donc ce n'est pas vrai. Et lorsque Marine Le Pen dit mon principe de base, je soutiens d'abord les forces de police et de gendarmerie. Vous comprenez qu'on puisse dire ça? C'est une banalité, écoutez. Non.
Je vais vous dire une chose. Marine Le Pen, Oui. je la trouve pas très forte politiquement. On dirait qu'elle a une sorte d'almanach des phrases toutes faites de la politique, mais sincèrement, elle n'a aucune expérience de la sécurité publique. Elle n'a jamais dirigé ne serait-ce qu'une commune. Quand elle aura fait un peu de boulot, eh ben on pourra la juger. Pour l'instant, je dirais, excusez-moi, mais c'est plus, pour prendre le titre d'une émission de votre radio, c'est plus une grande gueule que quelqu'un qui est capable de démontrer ses capacités ou qui a des solutions politiques. Vous aviez réclamé, j'en termine avec ce sujet, vous aviez réclamé, après les agressions de policiers à Viry-Châtillon, une offensive anti-racaille. Absolument. Mais c'est quoi une offensive anti-racaille? Ça veut dire que c'est un dispositif politique et policier, qui vise à quoi? Qui vise, quelle est la force des voyous aujourd'hui? C'est qu'ils sont comme des poissons dans l'eau, dans ces zones-là. Parce que tout va à veau de l'eau. Parce que les gosses sortent à 16h30 de l'école et qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que leur maman travaille, que souvent ils ont que leur maman, qu'elle travaille avec des horaires incroyables. Parce qu'il n'y a plus, on considère qu'on a donné un chèque allocation rentrée, un chèque d'allocation familiale et que les gens se démerdent. Moi, je viens des milieux populaires. Les milieux populaires, ils ont besoin d'être encadrés. On a besoin de s'occuper des gosses. On a besoin de rétablir de l'ordre. On a besoin de remettre des valeurs. Et je pense que s'il y avait une mobilisation de tous les acteurs dès le plus jeune âge, on pourrait faire quoi? Créer un cordon qui isole les racailles du reste de la population. Et le jour où les racailles sont isolées du reste de la population, elles deviennent faibles. Que devient Manuel Valls? Je crois qu'il est en vacances. Va-t-il s'engager dans la campagne de Benoît Hamon? Sûrement qu'il aidera Benoît Hamon, il est pas mauvais joueur quand même maintenant. Il ne sera pas sur un droit de retrait comme le sont une quinzaine de députés proches de lui. Non, mais il ira pas en même temps contre ses convictions. Il aidera son camp. Comme il a toujours été. Il a toujours été droit et honnête avec ses responsabilités. Il ira. Vous-même, vous allez vous engager dans la campagne pour Benoît Hamon? Écoutez, on connaît les désaccords. J'ai eu des polémiques très importantes avec lui. Oui, sur la laïcité notamment. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut être discret. C'est à lui de faire ses preuves. Si sa ligne est la meilleure, je crois que ça sera démontré dans ces cas-là. Vous allez pouvoir défendre l'abrogation de la loi El Khomri. Vous allez pouvoir défendre le revenu universel. Vous allez pouvoir défendre un homme qui a la résonance, avec une frange c'est ce que vous avez dit, je vous lis, islamo-gauchiste. C'est ce que vous avez dit. Oui. Vous avez même ajouté, c'est le candidat des indigènes de la République. Non, je vais le laisser faire sa campagne tranquillement. Il fera la démonstration que sa ligne. Moi, je pense. Vous savez, quand vous avez un débat politique, c'est pas un débat accusatoire. On n'est pas dans un prétoire. Non, ça veut dire quoi? Peut-être qu'il a aussi entendu ce que j'ai dit. Peut-être qu'il va, maintenant qu'il est vraiment candidat à l'élection présidentielle, il va se rendre compte que, par exemple, la question de la laïcité en France, c'est une vraie question. Peut-être que lui aussi va évoluer dans son discours. En tout cas, je l'y encourage, parce que c'est différent de convaincre une frange de la gauche que de convaincre un pays. Vous avez des doutes sur sa conception de la laïcité? Franchement. Sincèrement, je la partage pas, moi. Avec beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en France qui rajoutent un adjectif à la laïcité. Souple, cool, machin. Moi, je vais vous dire une chose. La religion amène la guerre. Voilà. Et ce pays, il est payé pour savoir une chose. Si on laisse les religions prendre le devant dans le débat politique, alors on va à la guerre civile. Donc la laïcité, c'est ce qui protège la République. Et moi, je défendrai coûte que coûte la laïcité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous continuons comme ça, nous allons à la guerre civile? Je pense que dans tous les pays où la religion est devenue un thème central de la vie politique, la violence est apparue dans ces sociétés. Donc pas de faiblesse? Pas de faiblesse. Ça veut dire que Benoît Hamon vous paraît un peu faible sur ces questions? Peut-être qu'il va se renforcer, à lui de se muscler. Oui. Est-ce que le quinquennat de François Hollande a détruit le PS, Malek Bouti? Non, pas que le PS. Je pense qu'il a créé une confusion dans la gauche, parce que ce quinquennat, il est marqué par l'absence de parole en politique. Et vous voyez, à force de dire que la politique, c'est du concret, du concret. Je vais vous dire une chose. Dans un pays comme la France, qui est un pays intelligent, ce n'est pas vrai. C'est les idées aussi. C'est expliquer, c'est mettre de la cohérence. Et le fait de refuser de donner du verbe à la politique, de dire, moi, je suis toujours de donner un bilan avec des chiffres. Les chiffres, ça ne fait pas avancer. Vous savez, c'est la raison, c'est l'intelligence. Moi, je pense qu'on n'a pas assez parié sur l'intelligence des gens. On les prend que pour des imbéciles. On regarde que les instituts de sondage. Ils ont leur utilité, Mais je pense que pour la gauche, le verbe est quelque chose de très important. Et en oubliant le verbe, en pensant qu'il n'y a que l'action, la gauche est déstructurée aujourd'hui. Oui, et puis il faut écouter. Écouter. Bien sûr, l'exigence des citoyens, qui est plus forte que jamais, Malek Bouti, parce que les citoyens ont été tellement déçus qu'ils sont devenus de plus en plus exigeants, ce qui paraît complètement logique, normal. Alors il y a une partie, avec la transparence, avec les nouveaux médias, avec le numérique, que les citoyens soient plus exigeants, c'est normal. Qu'il y ait plus de demandes de transparence et de démocratie, c'est normal. Mais en même temps,
le comportement de consommateur des citoyens devient à un moment ou un autre incohérent. Je veux dire, la politique, c'est pas vous venez une fois tous les 5 ans, vous ramenez votre fraise, vous votez aux 2 primaires, vous trichez en faisant ça, vous insultez tous les candidats, vous dites que moi. Il y a un moment, il y a un sens de responsabilité civique et d'engagement. Moi, je connais beaucoup de gens qui, du matin au soir, insultent la politique et on leur dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, tu comprends, moi je veux aucune responsabilité. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir critiquer. Donc, je veux dire, la critique est aisée, l'art est difficile. Donc, il y a aussi un moment où il faut s'engager. Et on est dans une période, par ailleurs, complexe, et ça va peut-être vous étonner. Mais moi, je crois qu'il faut pas tout le temps écouter les gens. Parce que des fois, les gens disent tout et leur contraire. Ils veulent de la pluie et du soleil. Ils veulent du pas cher et du luxe. Et il y a un moment, le dirigeant politique, il doit être capable de savoir ce qui est bon pour ce pays, même si ça ne fait pas plaisir. Même si, parfois, ça choque. Même si on François Fillon. François Fillon dit, moi, je ne veux pas faire plaisir au pays. J'ai des réformes radicales pour donner de l'emploi aux Français et pour relever l'économie de la France. Du point de vue du comportement politique, il a bien raison. Après, il faut juger du fond de ce qu'il fait. Est-ce que supprimer la sécurité sociale en partie pour les gens les plus faibles, c'est ça avoir du courage? Je pense pas. Je pense que c'est pas là. Est-ce que c'est pas une façon un peu de caricaturer son bien sûr, pour attendre son programme? Bien sûr, mais bon, on va pas. Vous savez très bien comment sont faits les programmes. Faut pas les caricaturer, mais on sent ce qu'il veut dire. La vérité, c'est que le courage aujourd'hui, c'est d'affronter les voyous, c'est d'affronter les puissances financières qui démantèlent notre économie. Le courage, c'est de défendre la République et la laïcité. Le courage, c'est d'arrêter de dire qu'on est un candidat anti-système. Le système, c'est quoi? Le système, c'est se lever chaque matin, amener ses enfants à l'école, avoir la sécurité sociale, rentrer avec une carte vitale à l'hôpital et non pas une carte de crédit, être protégé par des forces de police. Il y a un moment, il doit y avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui ont le courage de défendre le système, parce que le discours anti-système est un discours destructeur. C'est un discours qui veut que balancer... tout le monde tient, que tout le monde tient. C'est un des Tous les candidats parlent de discours anti-système et se présentent comme des candidats anti-système. Ils créent de l'affolement dans le pays et ils nourrissent les franges extrêmes. Le problème aujourd'hui politique et intellectuel de la France, c'est que les 2 bouts extrêmes, communautariste et extrémiste de gauche d'un côté, extrême droite de l'autre. Communautariste, c'est Mélenchon? Non, on fera un grand paquet dedans. Non, je mets pas Mélenchon du tout dedans. Mais ces 2 bouts extrêmes font danser la France. Et le cœur de la France, qui est raisonnable, la France du 11 janvier, la France qui défend les libertés, la France qui n'est pas raciste, la France qui veut accueillir des migrants mais d'une manière raisonnable, la France qui veut un modèle équilibré, social et économique. Cette France-là, elle est écrasée par la violence, parce que le phénomène marquant, c'est le retour de la violence en politique. On les menace, le politiquement correct, on est un traître, et vous regardez sur les réseaux sociaux. Violence à l'encontre de François Fillon, vous pensez que c'est violent? Non, je parle pas. Les responsables politiques, c'est autre chose. Je parle dans le débat citoyen. De la politique, Voilà, vous pouvez plus être dans une salle et si vous êtes la personne raisonnable, vous êtes la personne qu'on va montrer du doigt et qu'on va huer. Et donc les gens raisonnables, aujourd'hui, ont la tête dans les épaules. C'est à eux de se relever et de défendre leur pays. Vous croyez à Emmanuel Macron ou pas? Je crois sincèrement qu'il a une chance. Je veux dire, objectivement, hein, c'est pas mon candidat. Mais jamais vous ne vous rallierez à Emmanuel Macron. Non, je suis honnête. J'ai participé à la primaire du Parti socialiste. Donc, je pense que changer de bateau en milieu des courses, c'est pas très correct. Oui, mais vous croyez à Emmanuel Macron? Je crois qu'il a une chance. Sincèrement, on voit bien que il aurait pu être un épiphénomène. Au-delà de ses qualités, il est en train de cristalliser dans une période compliquée une forme de fantasme politique qui se met en mouvement et qui peut aller jusqu'au bout. Parce que vous avez été très très sévère. Vous dites que c'est, vous n'avez pas employé le mot, mais c'est presque une tête de gondole, quoi. Il est là pour vendre sa marchandise en supermarché. Je change pas mon jugement, mais ça ne m'empêche pas objectivement de voir que, pour l'instant, il fait un parcours où finalement, contrairement à ce que beaucoup d'ailleurs d'observateurs pensent, c'est pas son programme qu'il va s'effondrer. Je pense que moins il en dit, plus il monte. Et ça va continuer. D'ailleurs, il n'est pas le seul candidat comme ça. Regardez Marine Le Pen, elle peut dire n'importe quoi, elle peut être impliquée dans des affaires, elle peut changer de programme, dire oui, dire non, qu'on sort de l'euro ou pas. Ce sont des candidats de la crise politique. Donc, ils bénéficient, je dirais, du flou qui les entoure. Merci Malek Bouti, 8h55. Vous êtes sur RMC et BFM TV.